travers les entreprises s'engagent. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on a demandé à la DAPI, Maison des Pays de l'Inde, de nous proposer l'accueil café et de nous proposer le petit buffet qui sera juste ensuite, et au moment du cocktail. Et c'est vrai que, je ne l'ai pas précisé, mais les personnes devaient repartir, donc ils ne devaient plus rester de café pour cette pause, parce qu'ils devaient aller rechercher, voilà. Donc il y a eu un petit souci, j'ai cru comprendre, voilà, on ne s'était pas compris que la DAPI, ils auraient peut-être pu laisser les trucs, ils ont dû repartir avec, je pense que voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas eu leur dose de caféine, exactement, et ben vous dormirez à partir de maintenant. C'est comme ça. Merci Kevin, la voiture balai, super. Kevin, l'animateur des entreprises s'engage. Donc voilà, ça va faire la petite transition justement. On va parler, on l'a vu souvent, on va parler de mieux vieillir aujourd'hui maintenant en entreprise ou en collectivité territoriale, parce que c'est important aussi de ne pas oublier cette... Voilà. Et je vais appeler donc Jérôme Bertin qui est responsable du développement à l'ANAC. Je vais appeler Madame Guylaine Simonet qui est responsable de la cellule de maintien dans l'emploi Prestin 1 Beaujolais, l'ancien SST 01. Je le dis quand même, voilà. Anne-Laure Burin-Spitance qui est secrétaire générale de la CPME. Yael Curté qui est déléguée départementale du MEDEF. Merci à vous deux. Et Monsieur Jackie Billon-Grand qui est responsable développement des activités sociales entreprises Aura AG2R. Eh bien, je vous laisse vous installer. Non, il y a de la place, on avait compté, il y a de la place pour tout le monde. Super. Et justement, avant de donner la parole à Jérôme, on a travaillé avec les équipes et on voulait introduire cette deuxième partie avec un petit film dont certains sont dans la salle. Un petit film qui va bien lancer la thématique. Bonjour, je m'appelle Yolande Chanel, je suis employée de pressing qui se situe à Bourg-en-Bresse. Oui, donc je m'appelle Valérie, j'ai 57 ans et je suis ce qu'on appelle communément une senior. Bonjour. J'ai plusieurs activités, je suis polyvalente. J'ai été coordinatrice médico-sociale dans un établissement médico-social où nous accueillons des personnes en situation de handicap mental et psychique. Je pars bientôt à la retraite au mois de décembre, j'occupe un poste dans une société privée en espace vert. Je pose des pavés, j'élingue, je taillais, j'entretiens. Oui, surtout sur les positions statiques, c'est fatigant. Oui, j'ai été confrontée pendant des années à l'usure professionnelle, plus d'actions à mettre en œuvre, plus de projets, plus de réunions, toujours plus de travail avec moins de moyens et moins de temps pour réaliser les missions. Quand j'ai le rotophile qui pèse tout de même 12 kilos pendant 8 heures sur le dos, je le sens. Et puis quand je pose des pavés, toute la journée, je souffre tout de même du genou. Le poste, il n'y a pas de poste adaptable dans un pressing, sachant qu'on n'est jamais sur le même atelier, on n'est jamais sur la même tâche, on est polyvalente. Mon entreprise n'a pas pris en compte mon âge puisque c'était surtout structurel et organisationnel. Par contre, pour les personnes en situation de handicap, ils avaient la possibilité de réduire leur temps de travail, d'effectuer des temps partiels, également de changer d'atelier, ainsi pour favoriser l'accompagnement en cas de dégradation physique ou psychique et également de vieillissement. Il ne me fait pas faire du travail de souffrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, que c'est eux qui font je peux dire, qui s'apprennent et qui font le plus dur. Et moi, à mon âge, j'ai un grand respect envers mon patron. Bonjour. Alors nous, on travaille uniquement pour la SNCF. C'est des travaux publics. On fait tout ce qui est autour des voies de chemin de fer. On ne touche pas ni les rails ni les traverses. C'est un travail en extérieur toute l'année et c'est très physique.
on a fait des essais qui n'ont jamais été concluants parce que c'est vraiment quelque chose de difficile. Parce que en fait, on est une petite entreprise quand même, on n'est que 30. D'accord. Et nos salariés, ils sont polyvalents. Donc, quelqu'un qui arrive à un certain âge, il est quand même pas mal usé par son travail qu'il a fait. Et c'est un travail un peu pénible. Donc, même si on le met dans un engin ou dans un camion, au bout d'un moment, de toute façon, il faudra qu'il descende sur le terrain, mettre la main à la pâte. Et c'est vraiment... c'est intensif, quoi. Donc, c'est compliqué. On étudie les postes, si on peut faire autrement. On a même fait appel cette année à Sam Secure pour voir si on pouvait faire autrement, mais c'est vrai que c'est compliqué pour nous de refaire des postes adaptés aux seniors. Alors, je vais remercier déjà les collègues qui ont interviewé, puis les personnes qui ont participé à ce petit film, voilà, un peu fait maison. Merci à Josepha aussi, du service com chez nous, qui a fait cette petite vidéo. Voilà, ça introduit bien la deuxième partie de notre matinée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il va falloir qu'on travaille plus longtemps, mais aujourd'hui, qui dit travailler plus longtemps, dit travailler dans des conditions aussi qui favorisent ce maintien dans l'emploi. Et donc, j'ai demandé à ces 5 experts, grosso modo, certains représentent les entreprises, d'autres interviennent en appui des politiques, etc. Et puis certains sont confrontés au quotidien à cette thématique-là, de nous aider à réfléchir autour de cette thématique. Voilà, alors Jérôme, je vais vous passer la parole. Je vous passe le micro. Voilà. Vous qui travaillez à l'ANAC, je vais vous laisser vous présenter. Voilà. Merci à vous d'être présents. Voilà, aujourd'hui, on va devoir travailler plus longtemps. Et voilà, comment aujourd'hui, côté ANAC, on appréhende, déjà, donnez-nous un petit peu de mission, et puis comment on appréhende un petit peu tout ça, côté entreprise, côté salarié. Merci. Merci beaucoup, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je trouve que c'est une manifestation, un événement vraiment de qualité. Je suis assez impressionné par tout ce qui est fait sur le territoire. Voilà, je tenais à le dire. L'ANAC, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui, comme son nom l'indique, agit auprès des entreprises pour essayer de les accompagner à améliorer leurs conditions de travail. On a 3 métiers. Un métier d'intervention qu'on peut assimiler dans une représentation un peu rapide à du conseil. On a ensuite un métier de capitalisation. De toutes nos interventions, on en retire des outils, des méthodes que l'on transfère ensuite, que l'on donne ensuite à tout un tas d'acteurs qui vont accompagner plus précisément les entreprises. Nous sommes 70 au siège, 200 dans l'ensemble des régions de France. C'est pas avec ça qu'on va transformer les entreprises. Donc cette mission de capitalisation de transfert est importante. Et puis on a une dernière mission qui est une mission d'appui à l'ingénierie de politique et de dispositifs publics. De tout ce qu'on retire, on essaye d'aider le ministère de tutelle, c'est le ministère du Travail, donc les ministères, les régions, les conseils régionaux ou les représentations de l'État sur les territoires, les DRETS. Je pense que c'est clair. Très bonne présentation de vos ministères. Encore heureux. Alors, je trouve que ce petit film est extraordinaire. Et notamment, pardon si cette personne est dans la salle, mais cette chef d'entreprise de Locatelli, c'est ça, à la fin est vraiment symptomatique. Pourquoi? Parce que cette dame nous parle des seniors qui ne peuvent plus faire de tâches pénibles. Et donc on relie une population vieillissante à une incapacité de réaliser des tâches pénibles. Tout en disant,
peut pas de toutes les façons réduire la pénibilité de ses tâches, donc on est embêté avec ces seniors et il y a des difficultés à trouver des pistes alternatives et donc une difficulté à tenir le pari qu'on veut tous tenir ici et que nous a donné le gouvernement récemment, de pouvoir employer des seniors. Et en fait, à travers ce témoignage, on voit deux choses. On se focalise sur les seniors, c'est-à-dire qu'on commence à travailler la question de la pénibilité à partir du moment où il y a une impossibilité pour une certaine catégorie de la population de travailler. Donc on se focalise sur les seniors. Et puis ensuite, on reste, c'est normal, chez nous à l'ANACT on fait la même chose, on reste coincé par ses propres représentations du travail qui est la mission de l'entreprise. Ce sont deux écueils qui sont très très importants à lever, j'y reviendrai dans quelques secondes, et qui exigent en fait de la part des entreprises et des acteurs qui les accompagnent un changement de paradigme dans les pratiques RH et dans les pratiques de prévention des risques professionnels. Je vais essayer d'expliquer tout ça. Je vais essayer aussi de donner des exemples. Si je suis trop long, vous m'arrêtez. Je voudrais quand même revenir sur ce que tout le monde a dit aujourd'hui. Une partie importante des personnes entrant dans l'âge de la retraite ne sont plus en emploi. Ça veut dire qu'une partie des seniors passe par une période d'inactivité avant de rentrer en retraite. Alors, on a vu les chiffres, il y a des différences européennes, mais les chiffres parlent. Cette inactivité, on peut dire qu'elle recouvre deux phénomènes en majorité. L'ensemble des études le disent. Une mise au chômage pour des raisons de mutation, de transformation des entreprises et donc de besoins plus ou moins grands de main-d'œuvre. Et puis, une mise au chômage, un arrêt d'activité pour des questions d'invalidité. Tout ça avant d'aller en retraite. Donc quand on dit, essayons de maintenir ou de faire retourner au travail des seniors, bon, sur les questions économiques, c'est difficile. En revanche, sur les questions de restriction d'aptitude, il y a peut-être des choses à faire. Mais ça pose tout de suite le décor. En Auvergne-Rhône-Alpes, le plan régional santé au travail a établi depuis maintenant plusieurs années, et c'est confirmé cette année, que les licenciements pour inaptitude augmentent fortement. Et la proportion des seniors dans cette augmentation des inaptitudes est importante. Incidemment, la proportion des femmes dans ces inaptitudes est très très importante. On commence à avoir du recul et on s'aperçoit que les risques professionnels sont genrés. Les femmes sont beaucoup plus soumises aux risques professionnels que les hommes. Ça paraît étonnant, mais en réalité, quand on regarde leur structure d'emploi, leur structure d'activité, ça se comprend. Les femmes ont des activités plus parcellisées, des temps plus éclatés, et elles ont des parcours professionnels moins ascendants. Parcours professionnels qui peuvent être des leviers de gestion de pénibilité. Au moins, pour une chose, c'est parce que ça peut fabriquer du développement de compétences et du coup de l'engagement, de la continuité de l'engagement et de la mobilisation au travail. Quand on parle de pénibilité, on ne parle pas que de pénibilité physique. Voilà, je voulais poser ce décor. J'ouvre une parenthèse. Dans le Monde aujourd'hui, il y a un article très intéressant sur la baisse de productivité alarmante des entreprises françaises ces dernières années. La question de l'absentéisme, la question du burn-out sont un facteur explicatif de cette baisse de productivité. Deuxième chose que je voudrais dire,
et je vais peut-être choquer certaines personnes, c'est pas du tout ma volonté, ce sont des chiffres nationaux, indépendamment de ce que peuvent faire les uns et les autres. On voit que les seniors ont des conditions de retour à l'emploi qui sont moins favorables. Il y a des mobilités descendantes, notamment sur les salaires. Mais il y a aussi des mobilités descendantes sur les formes d'emploi. Des formes atypiques d'emploi se développent. Ça a été dit lors de la table ronde précédente. On engage les seniors à aller vers des emplois qui ne sont pas forcément un CDI, qui ne sont pas forcément dans une entreprise unique et qui ne sont pas forcément des temps complets. On voit aussi que de l'auto-entrepreneuriat ou des choses assimilées se développent. Et c'est là aussi un défi que de voir que, au final, on sait que ces emplois atypiques construisent de la pénibilité. Ça développe aussi des compétences, ça développe de l'engagement, enfin ça a plein de vertus, mais quand on regarde les analyses, quand on prend un peu de recul, c'est pas non plus la panacée. Donc il y a plein de questions qui se posent lorsqu'on essaye de réfléchir maintien ou retour à l'emploi des seniors. Voilà, ceci posé, j'étais un peu long, pardon. Comment mieux vieillir au travail, que ce soit en maintien ou en retour? On connaît les leviers aujourd'hui. Il y a des leviers conditions de travail, il y a des leviers parcours professionnel, il y a des leviers représentation sociale. Là, on a vu cette dame se préoccuper finalement de la pénibilité au regard de l'impossibilité pour les seniors d'assurer cette pénibilité. Étonnant. Ça se comprend, il n'y a rien, il n'y a pas à juger. Mais c'est bien une représentation sociale de ce que peuvent être la pénibilité et les actions de prévention possibles. Mais ce qu'on voit, et là encore, ces témoignages étaient très parlants, ce qu'on voit, c'est que pour faire cela, une logique s'impose. Il faut passer du maintien en emploi de certaines populations, les seniors, il faut passer de cette logique-là à une logique de prévention de l'usure professionnelle et notamment de l'usure prématurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu, c'est de garder l'ensemble des salariés en bonne santé dans des emplois durables, dans une modification de la pénibilité, pour pouvoir faire en sorte que tous les salariés puissent arriver jusqu'à l'âge de la retraite. Alors ça, c'est des vœux pieux, on le sait tous, voilà. Mais ça exige vraiment, vraiment d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent changer de logique, changer de représentation, changer de pratique RH, on verra ce que ça veut dire, et changer de pratique de prévention. Alors pourquoi? On constate que ce qui empêche les entreprises d'aller vers des démarches de prévention de l'usure professionnelle et des démarches de prévention d'usure prématurée, on constate qu'il y a plusieurs phénomènes. Les entreprises ont pour habitude, et là encore c'est pas du jugement, c'est du constat, les entreprises ont pour l'habitude de gérer des situations d'urgence. Là, on arrive, les populations vieillies, minces, on peut plus les maintenir dans un travail pénible. Donc il y a beaucoup d'urgences. Et on va trouver des solutions. Un camion, ce sont des solutions plus ou moins satisfaisantes. Mais on va se focaliser du coup sur un problème avec une solution. L'exemple typique, c'est les TMS. Problème très difficile à résoudre. Les troubles musculo-squelettiques. Donc les problèmes de poignets, de dos, d'épaule, liés à des gestes répétitifs. Voilà, et souvent à de la monoactivité. La plupart des entreprises s'orientent vers de l'automatisation. Automatisation de fin de ligne, automatisation de ligne sur des postes pénibles, et ça s'arrête là. On fait un investissement, on appelle la CARSAT, et ça s'arrête là. Le troisième écueil qu'il faut surmonter, c'est
l'absolue, comment dire, préoccupation d'aller d'abord sur des questions de pénibilité physique. Ça s'entend, ça s'explique, c'est normal. Mais on oublie les questions d'essoufflement de l'engagement. On oublie les questions de démotivation. Et notamment pour les seniors, et notamment pour les seniors femmes, qui n'ont pas forcément des parcours professionnels très riches. Ces facteurs-là sont très importants. Et on sait, maintenant on a encore des études européennes de partout, même en France, même en Rhône-Alpes, on sait que l'aspect psychique est important dans l'apparition et le développement des troubles musculo-squelettiques. Il y a un lien très fort entre psychisme et physique. Le quatrième écueil qu'on voit dans les entreprises, c'est que, vous l'avez vu, on se focalise sur les seniors. Le cinquième écueil, c'est qu'on ne prend pas le temps d'un diagnostic. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. On va sur le problème, on va sur la solution, et on n'essaye pas, au final, d'avoir un diagnostic approfondi. Et quand on ne fait que regarder les seniors, on n'arrive pas, du coup, à développer des pratiques de prévention de l'usure qui touchent l'ensemble des populations. Il y a d'autres écueils, il y en a un sur lequel je voudrais insister, c'est le cloisonnement entre la gestion des ressources humaines et les pratiques de prévention. Soit on parle emploi, soit on parle santé. Mais on ne relie pas, ou très peu, emploi et santé dans la construction de parcours. Et par exemple, pour gérer les TMS, on sait que développer des parcours peut être une solution possible. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire? Changer les représentations, notamment. Je suis long et... On attend avec impatience ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Tout le monde est tout oui. Attention, le gourou vérifié arrive. Changer les représentations en faisant de véritables diagnostics. Agir sur l'amélioration des situations de travail, la réduction des risques professionnels pour tous les âges. Agir sur les parcours professionnels, etc., etc. Je vais essayer d'illustrer un peu tout ça. Les diagnostics. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise de la métallurgie, fabriquant des pièces en sous-traitance automobile. Ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de restrictions pour inaptitude chez les seniors. Donc, action senior. Et puis, ça ne marche pas. Et donc, quand ils nous font intervenir, on leur dit, bon, est-ce qu'on peut essayer de regarder un peu plus les choses? Et on s'aperçoit qu'effectivement, 30% des restrictions pour aptitude concernent les plus de 50 ans. Quand on creuse, ces plus de 50 ans représentent 40% de la population salariée. Et puis on creuse un peu plus, et on s'aperçoit que 23% des réductions d'aptitude concernent les moins de 30 ans. Et puis on s'aperçoit d'une chose, c'est que cette population-là représente 13% des effectifs. Autrement dit, en faisant cette analyse d'écart, on se rend compte que l'âge n'est pas véritablement indéterminé. Donc on peut commencer à travailler sur d'autres choses. On peut travailler sur des organisations, sur des lignes, et pas sur des postes qui touchent les salariés âgés. On peut travailler plus globalement. Autre élément de diag qu'on peut repérer, dans une entreprise une entreprise d'impression qui fabrique des catalogues, des livres pour entreprises, on voit que les femmes étaient absentes, plus exposées à des problèmes de pénibilité, elles étaient sur des postes d'aide à la finition, ça représente quand même 11 tonnes de manipulation par jour, c'est pas rien. Voilà. Et on décide de se focaliser sur ces populations. Puis on ne trouve pas de solution. En
En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que le risque ici est genré. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les hommes, quand on creuse un peu le diagnostic, les hommes changent de poste tous les 3 ans et changent de poste vers quelque chose de plus ascendant. Ce que ne font pas les femmes, pour différentes raisons. Gestion des horaires, articulation vie professionnelle, vie personnelle, voilà, il y a tout un tas de bonnes raisons, manque de qualification, etc. Et donc on a pu commencer à agir sur l'absentéisme féminin en essayant d'avoir des politiques de parcours, des politiques de professionnalisation, des politiques d'articulation des temps, des organisations de temps de travail différentes qui permettaient de toucher l'ensemble des populations. Parce que pour résoudre le problème chez les femmes, il fallait en fait avoir une gestion globale des ressources humaines et une gestion globale de la prévention des risques professionnels. Voilà. Donc le diag est important et aider les entreprises à prendre ce recul, c'est embêtant, c'est coûteux, il faut croiser les données, on ne les a pas toutes, mais c'est vraiment important pour ne pas aller vers des fausses pistes. Deuxième point, agir sur les situations de travail. Là encore, je peux donner des exemples. Pouvoir gérer la pénibilité en développant la polyvalence, en développant la polyactivité, peut être une piste. Des entreprises ont pu, des entreprises de l'industrie lourde, ont pu développer des organisations qui permettaient d'enrichir les postes, donc d'accroître les compétences, qui permettaient de réduire une certaine pénibilité liée à la monoactivité, et donc qui permettaient de maintenir dans des situations moins usantes les salariés. Ce sont des choses très difficiles à faire. Voilà, bon, alors, je rebondis justement là-dessus, Jérôme, pour donner la parole un peu aux collègues qui... Ouais, excusez-moi. Non, mais je vais vous rendre tout de suite la parole, pour donner la parole justement aux collègues qui ont... Alors, je vous remercie toutes les deux. C'est un peu touchy, on avait dit, de faire venir une entreprise justement sur ces thématiques-là, parce qu'on voit que ça peut être compliqué. Que ce soit le MEDEF ou la CPME, toutes les deux, vous avez accepté d'être présentes. Au vu des points qu'évoque Jérôme autour de cette gestion de la pénibilité, de cette gestion des âges, etc., qu'est-ce que ça vous évoque, toi Gaël, déjà au niveau du MEDEF? Au niveau du MEDEF, en fait, il y en a qu'un qui fonctionne. Il y en a qu'un qui fonctionne. 1, 2. Au niveau du MEDEF et de la pénibilité, on a, quand il y a eu cette loi sur la réforme des retraites, le MEDEF a tout de suite mis un peu les freins concernant la pénibilité, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement touchy, parce que tous les métiers n'ont pas la même pénibilité. Quand on prend le domaine, par exemple, du BTP, on ne va pas avoir la même pénibilité alors je ne veux pas rentrer dans les stéréotypes, qu'une personne qui va être dans les bureaux. On prend l'idée. Voilà, on prend l'idée. Donc c'est vrai que mettre tout de suite un taux d'une pénibilité, c'est très stigmatisant, et le MEDEF ne voulait absolument pas aller sur ce domaine-là, parce que c'est vraiment trop clivant. Donc pour autant, il existe quand même des contraintes et des secteurs d'activité qui sont touchés, que ce soit physique ou finalement psychologique, parce qu'un commercial à 60 ans, je pense que quand il a passé toute sa vie avec de la pression, des objectifs, il risque d'avoir des risques de burn-out tout aussi importants qu'une personne qui aura levé toute sa vie du béton ou des moellons. Alors, Jérôme, je voyais un peu tiquer, je donnerai la parole après pour la CPMU. Je voyais un petit peu tiquer, c'était sur un point, il y a peut-être quelque chose qui... Non, je dis qu'absolument pas, il n'y a pas de... Oui, non, mais on a eu l'idée, c'est pas de venir jeter en pâture les deux collègues
qui effectivement évoque, et on le voit bien, non, mais on le voit bien aussi avec la dame, on voit bien que les entreprises aujourd'hui, elles sont souvent un petit peu, elles manquent parfois d'informations, elles sont parfois un peu dépassées par une gestion juste du quotidien. Et voilà, qu'est-ce qui... Oui, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement. Bien sûr. Je pense que si j'étais chef d'entreprise, je commettrais peut-être beaucoup plus d'erreurs que beaucoup de chefs d'entreprise. Il n'y a aucun jugement, il y a de telles contraintes aujourd'hui, la production s'est tellement complexifiée qu'il n'y a aucun... En revanche, il y a une responsabilité de l'écosystème, des acteurs qui accompagnent les entreprises à agir, à les aider, voilà. Mais il n'y a absolument aucun jugement là-dessus. Donc je voulais réagir à ce que disait Madame. Il y a une étude récente qui est sortie, qui est très intéressante. On a demandé à des gens comment ils se projetaient dans 5 ans. Et on voit que la majorité des personnes ne se projettent pas dans la même activité, ne se projettent pas dans peut-être la même entreprise, mais en tout cas dans le même métier. En disant c'est trop stressant, c'est trop dur, etc., etc. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies. Alors, il y a peut-être une question d'évolution du rapport au travail, je ne vais pas discuter de ça. Je pars de ce fait brut. Ce qu'il y a de très intéressant dans cette étude, c'est que les personnes qui ne se voient pas continuer leur métier jusqu'à l'âge de la retraite, ce sont des personnes qui travaillent dans les services, ce sont des personnes qui travaillent dans les bureaux. Ce ne sont pas les personnes qui sont sur un chantier pénible. C'est très très étonnant. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça dit quelque chose de nos représentations. On risque d'avoir un problème demain avec une moindre motivation, une fuite de compétences, pour des raisons qu'on ne comprendra pas, qui sont liées en partie à de la pénibilité, mais en partie aussi à bien d'autres choses. Et si on ne prend pas en compte ce genre de signaux, on va certes résoudre plein de problèmes sur des métiers à haut risque, avec de la forte sinistralité, il n'y a aucun souci, c'est très utile. Mais on risque d'accentuer des problèmes de difficulté de recrutement, d'attractivité, sur des métiers ou des activités sur lesquelles on n'aura pas prise. Donc je trouve que c'est intéressant malgré tout de commencer ou de continuer à s'intéresser à ça. Alors, oui, c'est intéressant parce que ça vient justement télescoper un petit peu, comme vous disiez, nos représentations. Anne-Laure, tu disais tout à l'heure, quand on s'est vu que... alors, il faut être très clair avec les collègues, tous ceux qui sont ici, comme ceux précédemment, c'est que la préparation, voilà, on n'a pas donné les questions. Donc voilà, on est bien dans des échanges sur lesquels chacun rebondit un petit peu comme il peut. Et donc c'est vrai que, Anne-Laure, tu me disais tout à l'heure, sur quoi, tu vas me poser quoi comme question? Et on a parlé tu me disais, bah voilà, nous, en termes de CPE, il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur une étude qui disait que dans les petites entreprises, voilà, on commence à mettre en place des choses, c'est parfois peut-être un petit peu plus simple que dans les grandes. Je te donne la parole là-dessus. Alors on sait qu'aujourd'hui, oui, l'usure professionnelle, on voit bien que c'est compliqué, les entreprises l'évoquent. Comment, du côté de la CPE, tu commences à aborder sur le département de l'Ain cette problématique? Oui, alors, ouais. Alors je ne vais pas parler du coup de la petite étude de tout à l'heure, parce qu'entre-temps, je me suis fait une petite anti-sèche. Ah, pas bien. Non, je vais tout simplement dire que bon, la CPME a une posture qui est celle d'inciter les chefs d'entreprise plus que de les sanctionner, justement par rapport à cette problématique-là. Les propositions, je vais juste vous rappeler les propositions qui ont été faites en ce sens, qui sont d'alléger les charges patronales, qui sont de fixer l'âge considéré donc comme senior à 57 ans, qui sont d'autoriser donc l'abondement du CPF des seniors par les entreprises et les régions, et de déplafonner les droits acquis donc par les salariés à partir de 45 ans. La dernière proposition étant aussi la limite des coûts financiers induits par la reconnaissance d'une maladie professionnelle proportionnellement au temps passé dans une entreprise. Voilà, pour pas que le dernier prenne la totalité de la charge, de façon à ce que ça puisse vraiment inciter. C'est ça le mot d'ordre, hein, c'est inciter plus que de sanctionner. Bon, une fois le cadre politique, on va dire, posé, ce qui est intéressant, nous, sur le département, notre façon de faire, c'est surtout c'est le choix du terrain, en fait. Hein, c'est le choix du terrain d'aller porter la bonne parole, d'aller expliquer
aux chefs d'entreprise, donc de TPE, PME, parce que si vous voulez, le truc c'est que ils n'auront pas le temps. Ils n'ont pas le temps et ils sont assez mal informés en fait sur tous les dispositifs qui existent. Et voilà, l'idée c'est ça, c'est d'accompagner, c'est notre but. On n'est pas des spécialistes en la matière, hein, on est là pour accompagner les entreprises, nous essentiellement, les représenter, évidemment, les accompagner. Et voilà, on s'efforce de faire ça en fait sur le terrain. Je pense que tu ne diras pas le contraire. Voilà. Jacques, Oui, je voulais réagir parce que quand on parle d'entreprise, on voit le chef d'entreprise. Alors nous, on a un groupe de protection sociale paritaire, donc MEDEF, CPME, CGT, CFDT, ils sont tous dans la gouvernance. Et très honnêtement, il n'y a pas forcément une grosse différence, je ne sais pas si Jérôme le confirmera, mais entre les compétences en matière de prévention et tout ce qu'il a évoqué, tant du côté des chefs d'entreprise que du côté des salariés et des représentants des salariés. On fait face quand même à un gros déficit de culture sur ces enjeux-là, très bien réparti du côté des chefs d'entreprise, mais aussi du côté des salariés. Un salarié, un représentant du personnel, sera plus à l'aise pour négocier les 1 euro supplémentaire de prime de je ne sais pas quoi, que de travailler sur le fond des conditions de travail. Donc il y a tout un système comme ça qui s'est mis en route depuis des années, et pour le renverser, c'est compliqué, parce que c'est tous ensemble, quoi. Donc c'est pour ça que quand on parle d'entreprise, bien sûr on voit le chef d'entreprise, mais c'est tout le collectif de l'entreprise qui est à faire bouger sur ces lignes-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate. Et vous travaillez régulièrement avec ARACT et l'ANAC, c'est vraiment un sujet de fond. J'en profite pour en dire 2-3 choses. Ouais. Donc simplement, moi je suis ici aussi pour donner l'avis de l'assureur, entre guillemets, assureur retraite, enfin pas entre guillemets, un groupe comme AG Bizarre Mondial, c'est un groupe de protection sociale, comme il y en a d'autres, vous en connaissez d'autres, Apicim, Malakoff Humanis, etc. On est à la fois des caisses de retraite complémentaires et des assureurs en santé prévoyance. Et à ce titre-là, on est concerné par les deux sujets, c'est-à-dire la retraite et l'assurance en santé prév, et donc par rapport à ce qui a été évoqué, le problème de la validité par exemple. Et une des réponses concrètes qu'on peut faire et qu'on amène aussi aux demandeurs d'emploi, c'est l'information sur la retraite par exemple. Donner la bonne information aux salariés de ce qu'est la retraite, de ce qui les attend, c'est un moyen de séréniser, alors je ne sais pas si ça se dit, mais de rendre plus serein en tout cas, les personnes concernées. C'est quelque chose de tout simple, parce qu'il se dit tout et n'importe quoi sur la retraite. Si vous parlez par exemple, je vais lancer un mot, carrière longue. Je suis sûr que dans la salle, il y en a 10 qui vont me dire des choses différentes sur c'est quoi une carrière longue. Quand vous êtes salarié, vous pensez que vous êtes en carrière longue, vous interrogez sur, je peux partir un petit peu avant parce que je suis en carrière longue, si vous écoutez tous les copains ou les copines qui sont autour de vous, vous allez apprendre, vous allez avoir 10 avis différents et ça ne va pas vous aider. Donc je pense qu'une consigne, c'est rapprochez-vous de vos caisses de retraite pour faire passer la bonne information à vos collaborateurs, aux demandeurs d'emploi aussi. Hein. On le voit comme ça peut aider des demandeurs d'emploi aussi d'avoir une vision de ce qui les attend, combien de temps je dois chercher du travail, comment je peux acquérir un trimestre, et comment ça peut aider des demandeurs d'emploi à être plus sereins. Alors ça ne résout pas tout, hein, mais voilà. Alors, ça c'est une réponse. C'est complètement. Alors, moi je vais pas. On n'était pas là pour faire la promotion de la AG2R Mondiale. Non, je parle pas d'AG2R, je parle du groupe de protection. Mais bien sûr. Non, mais pourquoi vous êtes là? C'est qu'en fait, AG2R Mondiale, parce qu'il faut leur rendre ce qui est normal, depuis 2017, où on a lancé Tremplin Carrière, nous accompagne sur chaque groupe pour informer les demandeurs d'emploi en recherche d'emploi qu'on accompagne. Ils ont une journée spécifique et je peux confirmer complètement ce que vous évoquez, c'est-à-dire que c'est en début de parcours pour nous, les collègues pourront en témoigner, voir les personnes, vous êtes aujourd'hui l'élément qui va permettre de prendre l'ensemble des informations qui sont souvent mal connues et qui vont permettre souvent de lancer des déclencheurs. Donc je le dis, hein, c'est pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui, et je vous en remercie beaucoup, parce que depuis 2017, vous nous accompagnez. Et sachez que vous pouvez avoir la même chose en entreprise, c'est-à-dire pour les chefs d'entreprise, pour se faire aider sur cet enjeu, bien faire passer la bonne information, pour rassurer vos collègues, et pour qu'ils se projettent, les aider à se projeter, c'est de savoir s'il me reste 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans à bosser. Voilà, tout ça va aider à sécuriser à sécuriser, à aider les gens à se projeter. On sait bien que le projet, c'est hyper important. Donc ça, c'est une entrée des groupes de protection sociale. La deuxième entrée, c'est la santé. Et comme le disait Jérôme, nous, de plus en plus, on est là pour entendre nos clients, parce qu'on a tout intérêt à ce que nos clients, ça se passe le mieux possible en matière de santé.
simplement d'un point de vue économique, ce qu'on appelle nous, le rapport sinistre-surcharge. Si vous payez un contrat assurantiel qui est de 100 € et si vous dépensez 120 € de charge parce qu'il y a des arrêts maladie, il y a une surconsommation, à bout d'un moment, l'assureur il vient vous voir et vous dit il va falloir augmenter, parce que sinon... donc ça, c'est la réponse classique de gestionnaire qu'on a l'habitude et qu'on comprend bien. La deuxième réponse, dans notre boulot, c'est d'accompagner les entreprises à mettre en place des actions de prévention santé. Sachant que notre rôle n'est pas d'être l'expert, et c'est bien de nous tourner vers les services de prévention de santé au travail. Je ne dis pas médecine du travail, parce que ce n'est pas le nom, et j'insiste là-dessus, je sais qu'il y a des médecins qui travaillent ici. C'est important, la notion de service de prévention et de santé au travail. C'est bien, il faut les voir comme ça. Enfin, je crois qu'il y a un médecin qui est pas loin. Voilà. La RACT, la CARSAT qui ont été citées, je pense bien souvent les entreprises n'ont pas le réflexe, l'habitude, la connaissance pour interpeller ces acteurs qui sont là pour les accompagner et qui payent déjà le service de prévention de santé au travail, elles le payent dans les cotisations. Bien sûr, pour les visites médicales, on entend souvent plutôt du mal que du bien, mais pour d'autres services. Et ne serait-ce que de savoir utiliser ces services, c'est important pour aider, ce que disait Jérôme, non seulement l'emploi et le bien-être des seniors, mais globalement celui de l'ensemble des collaborateurs. Donc je pense que ce souci déjà avant d'aller chercher le produit miracle, je ne sais où, c'est d'aller chercher les acteurs qui existent déjà en proximité des entreprises, service de prévention santé au travail, CARSAT, ARACT, je reprécise, parce que moi le nombre d'entreprises que je visite et qui n'ont pas ce réflexe d'aller chercher ces ressources. Encore dernièrement, j'ai été interpellé par un CEO d'une entreprise, il dit on aimerait bien travailler sur la qualité de vie et les conditions de travail. Je dis vous avez fait un diagnostic, donc je reviens sur ce que dit Jérôme, il dit bah non, on ne sait pas trop, mais si, là, il y a les risques psychosociaux, là, ce n'est pas les TMS, c'est les RPS. Risques psychosociaux, oui, il faut faire quelque chose contre ça. Ok, on ne va pas s'affoler. Faites un diagnostic, donc je les ai renvoyés vers la RACT pour qu'ils fassent ce diagnostic, avant d'imaginer n'importe quelle piste. On ne va pas s'affoler sur le... Parce que ça, c'est un constat qu'on voit aussi, nous, c'est qu'on peut être interpellé, par exemple, pour financer des actions de prévention, mais ça se fait comme ça, un peu à la rencontre, un peu voilà, avec un consultant ou je ne sais qui passe, qui veut dire oui, vous allez voir ce que vous allez voir, on va résoudre tout ça, et on est capable, une entreprise, et je dis bien une entreprise, pas chef d'entreprise, est capable d'investir sur des actions de prévention sans en mesurer l'impact. Voilà, on est prêt à mettre, ce que disait Jérôme, des milliers d'euros sur la prévention des TMS, et pourtant, il n'y a jamais eu autant de TMS. C'est quand même étonnant. Autant on peut être très pointu sur des enjeux d'investissement, mais sur des enjeux sur l'investissement de la prévention santé, on voit un peu tout et n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. On fait quelque chose, mais quel impact ça a vraiment? Et c'est tout ce qui a été dit par Jérôme. Et pour finir, je prends un secteur qui est en grand danger aujourd'hui, et je regarde les gens du conseil départemental, c'est celui de l'aide à domicile. Et là, danger d'un point de vue économique. Aujourd'hui, nous, assureurs militants, je vais dire comme ça, parce qu'on est paritaires, on n'est pas capitalistique, mais peu importe, on est en phase de se dissocier de ces services-là, parce que c'est aujourd'hui les secteurs d'activité le plus pathogène devant le BTP. C'est-à-dire que c'est des services, un secteur d'activité qui coûte très cher en matière d'assurance. Si on n'est pas capable, tous ensemble, de faire un effort de prévention, de travailler sur les organisations du travail, on peut bien parler du maintien à domicile tant qu'on veut, et nous en tant que caisse de retraite on en parle, si on n'a pas d'acteurs pour travailler à domicile, c'est pas possible, ça ne sera pas possible. Et là on a un enjeu à la fois social, sociétal, économique, qui est essentiel. Vraiment, enfin là, bon, il y a des choses qui se font, attention, mais ça fait partie des missions des groupes comme les nôtres, de travailler avec des conseils départementaux, avec des ARACT, avec des services de prévention santé au travail, pour essayer de faire en sorte que ce secteur-là n'explose pas, parce qu'économiquement, ça ne sera pas possible. Nous, assureurs, aujourd'hui, on est en train de réinterroger, il y a déjà des assureurs, les mêmes cousins à nous, qui ont dit non, on n'assure plus ces secteurs, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, inéternable, accepter qu'on cotise 100 et que vous versez 200, c'est pas possible. Même si on ne cherche pas à faire des sous, de l'argent sur ces secteurs-là, c'est plus tenable. Donc il y a vraiment un enjeu là, social et sociétal qui est... Voilà, je voulais faire passer ce message. C'est très bien, je voyais Gaël lever la main un peu, mais on va parler aussi après, je donne la parole, on va donner la parole après à Guylaine qui fait partie des solutions aussi, entre autres avec son expérimentation. Oui, moi je voulais juste réagir sur ce fait d'accompagner. C'est un point pour lequel le MEDEF est en train de, notamment le 1er décembre, là, lors de la rencontre avec le ministre, c'est un point qu'on veut vraiment mettre nous en avant, c'est valoriser
Le contexte familial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu que la retraite va être de plus en plus longue, on va se retrouver avec des personnes de 64 ans qui vont devoir aider eux-mêmes leurs parents et qui seront en situation donc un petit peu délicate. Donc autant on a les jeunes oui, maintenant moins de 45 ans, les jeunes. Donc les jeunes doivent trouver des solutions pour la garde des enfants, mais les seniors vont devoir trouver des solutions pour la garde de leurs parents. Donc là, le MEDEF veut proposer des solutions d'accompagnement, d'aide, de modulation pour aider justement ces seniors et mixer peut-être, alléger peut-être leur employabilité ou leur temps de présence en entreprise, mais la compenser par une aide en tant qu'accompagnant. Voilà, ça C'est des pistes. C'est des pistes que le MEDEF souhaite proposer au gouvernement. Voilà. Parce qu'on rappelle, on est dans cette période de négociation entre patronat et justement, c'est ce qu'on disait en introduction. Guylaine, du coup, et je repasserai après en conclusion le micro à Jérôme. Guylaine, on s'est vu la semaine dernière, vous travaillez pour donc aujourd'hui la cellule maintien dans l'emploi Prestat 1 Beaujolais, voilà. Je trouvais que c'était un outil qui était intéressant. Alors, elle ne s'adresse pas uniquement aux seniors, si on revient sur notre focus, mais très clairement, elle peut être utilisée beaucoup par ce public. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites et puis en quoi elle est pertinente dans la rencontre qui nous animait aujourd'hui? Oui, alors, Guylaine Simonet, je suis coordinatrice de la cellule de maintien dans l'emploi, donc du service de prévention et de santé au travail 1 Beaujolais. Je vais d'abord remettre un petit peu le contexte. En 2020, pour une des rares fois, il y a eu un accord national interprofessionnel sur la santé au travail, signé par l'ensemble des acteurs, que ce soit salarial, patronal, c'est quand même pas si souvent, donc il faut quand même le souligner, à tel point que le législateur a repris cet accord et l'a à peu près mis mot pour mot en texte de loi. Donc ce texte de loi est sorti le 12 août 2021 et qui change, notamment pour commencer, donc on ne s'appelle plus service de santé au travail, mais service de prévention et de santé au travail. Donc on est passé par médecine du travail il y a quelques années, limite je ne travaillais pas encore, à santé au travail, à service de prévention au travail et de santé au travail. Tout ça pour dire que maintenant, dans cette nouvelle législation, on a 3 axes, 3 missions. Une des premières missions, c'est effectivement la prévention. La prévention en amont. Donc on a un ensemble de préventeurs, ergonomes, psychologues, chimistes, assistantes sociales, j'en oublie peut-être, qui tournent dans l'ensemble du département sur les entreprises, à la demande des médecins, des entreprises qui veulent. Alors, les entreprises qui veulent travailler, c'est les entreprises qui savent qu'on existe déjà et qu'on offre ce service pour effectivement travailler en amont. Donc que ce soit pour les seniors et pour les non-seniors, parce qu'aujourd'hui, si on en arrive à des seniors qui ont des difficultés à tenir un poste, si j'améliore les conditions de travail pour tout le monde, elles le seront aussi pour les seniors, et ça me permettra possiblement de garder un poste plus longtemps, puisque moins pénible. Un des deuxièmes grands axes de cette réforme, et c'est mon métier aujourd'hui, c'est donc la cellule de maintien en emploi que chaque service de santé au travail doit mettre en place. Les décrets sont arrivés en avril 2022. Nous, on a mis la cellule en place à partir du 1er janvier 2023. Cette cellule, c'est un organe pluridisciplinaire, donc composé de médecins, d'infirmières, de secrétaires, de psychologues, d'assistantes sociales et d'ergonomes. Nous prenons des cas de personnes individuelles qui nous sollicitent. Donc soit c'est les médecins du travail qui peuvent nous solliciter, mais des salariés, des employeurs, des médecins traitants. On a beaucoup les assistantes sociales de la CARSAT aussi qui peuvent nous solliciter. En gros, n'importe qui peut nous solliciter à partir du moment où la personne concernée est volontaire, évidemment. Et on va l'accompagner dans son parcours
à partir du moment où on a un risque de désinsertion professionnelle lié à une problématique de santé. Donc on va regarder dans la globalité de la personne. Autant vous dire que quelqu'un qui a, on a entendu parler tout à l'heure par le département, des personnes qui peuvent être en grande précarité avec des problèmes de logement, avec des problèmes financiers. Quand j'ai des problèmes de logement et financiers, clairement, aller au travail alors que j'ai des problèmes de santé, c'est un peu le cadet des soucis. Donc, on va gérer toutes ces difficultés avec les différents partenaires qui nous entourent. Le réseau continue à s'étendre et on a encore pour quelques années. Pour permettre à la personne de se remobiliser sur la partie travail. Donc, voilà, en fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré qu'une personne qu'on prend en charge d'une manière pluridisciplinaire, sécrète ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, on les appelle les happy hormones aussi, éventuellement dans les pays anglo-saxons, et qui vont en faire, l'endorphine, vous la connaissez tous, celle-ci, qui vont en faire que la personne va guérir plus rapidement et on a une diminution, les longueurs des arrêts de travail sont divisées par 3 par une prise en charge pluridisciplinaire. Donc en prenant en charge ces personnes, on va accompagner l'employeur, le salarié, à un retour au travail, alors que ce soit dans son travail ou métier d'origine, ou que ce soit en travaillant avec l'entreprise. J'étais hier jusqu'à minuit dans une entreprise où on travaillait sur la reconversion d'un salarié au sein de l'entreprise, mais sur un autre métier. Donc on va déterminer avec l'employeur les formations, etc., tous les freins qu'il peut y avoir pour arriver aux résultats escomptés. Mais on va aussi travailler avec les salariés qui vont avoir des problématiques pour éventuellement une reconversion pro extérieure. Et là, on va utiliser donc les différents partenaires pour repartir. L'essentiel de la mission étant qu'on évite de tomber dans un chômage sans accompagnement qui derrière va arriver à un statut potentiellement de RSA assez rapidement et comme vous l'avez décrit tout à l'heure, une difficulté à mobiliser les personnes. On sait pertinemment qu'une personne qui en arrête depuis plus de 6 mois a des difficultés à reprendre le travail. Voilà. Eh ben, merci. Alors, on est tous frustrés, parce qu'on a tous envie que les collègues, Jérôme, je voudrais peut-être conclure sur cette petite partie-là. Non, sinon, voilà. Non, sinon, on peut se laisser quelques questions. L'idée, c'était de se dire que voilà, Guylaine, etc., est présente. Après, pendant le cocktail, on pourra évoquer. Elle a ramené la documentation, etc. Donc, je pense aux chefs d'entreprise qui auraient besoin. N'hésitez pas à venir la voir. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle concernant l'intervention de nos collègues? Alors, je vous remercie. C'est forcément, moi, personnellement, je me suis dit que peut-être j'aurais dû faire la deuxième partie complètement avec vous. Mais malheureusement, voilà, c'est pas le choix que j'avais fait parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il y avait des questions éventuellement dans la salle sur les personnes qui étaient présentes? Oui, Agnès. J'ai appris effectivement donc, vos missions. Est-ce que vous ne risquez pas d'être complètement... oui, Agnès Vergeon pour Intermif Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous ne risquez pas d'être complètement saturé par les demandes, en fait, compte tenu des problématiques actuelles? C'est le but. C'est le but. Aujourd'hui, clairement, on a commencé, le comité d'administration nous a mis un objectif de 100 accompagnements sur l'année. D'accord? Aujourd'hui, on est à 380. Autant vous dire que l'objectif, on l'a explosé, mais c'est qu'il y a un besoin. Et aujourd'hui, on est en train de créer le projet de service où, clairement, 85% des accompagnements pour le maintien dans l'emploi doivent être faits au niveau des médecins, des infirmières, et puis des préventeurs d'équipes de prévention qui sont autour d'eux. Donc ça va être les accompagnements relativement simples, courants qu'on peut avoir, aménagement d'un temps partiel thérapeutique par exemple pour envisager une reprise de travail. Ça peut être un aménagement de poste de travail qui va pouvoir faire l'ergo. On a 8 ergos sur le service, c'est quand même pas négligeable. Sur la région, on est le service le plus doté en ergonomie. C'est qu'il y a un besoin. Ils ne se tendent pas les pouces, je vous rassure. Ça, toutes ces missions de maintien en emploi, on va dire, assez faciles
en tant que tel, techniquement, on va dire. Notre but, c'est d'accompagner pour que ce soit un maximum, effectivement, ce qu'on appelle, nous, les unités médico-techniques, donc les équipes médicales à faire les choses. Et l'objectif, c'est effectivement que notre cellule prenne en charge tous les dossiers qui sont les plus complexes. Donc un dossier où je vais avoir besoin, par exemple, d'un essai encadré, donc c'est des essais qu'on fait pendant les arrêts de travail pour essayer une reprise. Ça va être le dossier où je vais avoir besoin d'accompagner une personne sur à la fois son dossier d'âge, d'invalidité possiblement, on a des personnes par exemple qui ne sont pas aptes au milieu ordinaire et qu'on réoriente sur des milieux adaptés, etc. Ça, c'est des dossiers clairement très chronophages que les médecins du travail, on sait qu'ils sont très très nombreux, voilà, et que la démographie médicale ne va pas dans le bon sens, ne peuvent plus aujourd'hui accompagner autant qu'ils le souhaiteraient, et du coup on est là pour les soulager de ce côté-là et prendre des situations chronophages. Donc est-ce qu'on va être débordé? Oui, clairement, je le dis tous les jours à mes équipes. Au fur et à mesure, pour l'année prochaine, on demande des personnes en plus pour prendre plus en charge de personnes, etc. Et c'est aussi le réseau partenariat qui va faire qu'on va être de plus en plus efficace. Là, on a commencé 1er janvier 2023. On a des partenariats forts avec notamment, par exemple, les assistantes sociales de la Sécu. C'est au fur et à mesure qu'on développe les partenariats qu'on va savoir que, par exemple, on peut orienter telle personne, tel profil très rapidement là-dessus, elle va pouvoir travailler, nous la renvoyer parce qu'elle aura fait sa partie du travail, etc. On est en train de travailler, par exemple, avec les psychologues au niveau du département de l'Ain, puisque vous le savez, beaucoup de pathologies, on en a parlé ce matin, d'ordre psychologique. Il y a quand même une étude qui est sortie en mars 2023 qui dit que 44% des salariés sont en souffrance psychologique. 44%, c'est quand même énorme. Voilà, aujourd'hui, la réponse en face, c'est pas tout le temps adapté à la hauteur de ce qu'on espère, etc. Et c'est justement en arrivant à coordonner ça. Ça va être potentiellement... Alors, je suis désolé, je vous coupe. Ouais. Non, je vous coupe parce que j'ai peur, j'ai appris. Alors, merci, je suis désolé, je suis obligé de vous couper parce qu'il nous reste une dernière thématique, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans ce que vous évoquez, ça joue beaucoup, chacun sur le domaine de la prévention. Alors effectivement, il était important pour nous, et Jérôme, vous l'avez bien recontextualisé en lien avec l'ensemble des partenaires aujourd'hui, sur le fait que, voilà, aujourd'hui c'est bien de travailler sur le curatif, mais il faut aussi beaucoup travailler sur le préventif. Et c'est vrai que, du coup je vais vous remercier là, et puis on va aller sur aujourd'hui, nous qui sommes parfois confrontés à l'accompagnement des publics plus particulièrement seniors qui se retrouvent avec nous dans nos missions, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, quelles sont les solutions? Alors là, plutôt, on va plus être dans la prévention, mais là on va être dans l'intervention, dans le pompier, et on va essayer de voir comment ensemble on peut trouver des solutions avec différents partenaires en s'appuyant aussi sur des exemples européens. Je tenais à vous remercier tous les 5. Je suis vraiment frustré parce que du coup, je vous ai motivé, mais vraiment je vous remercie sur un dossier qui était quand même un peu compliqué.